Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur Radioactif pour une émission ouverte sur la confiance en soi. Je suis Amy, volontaire en service civique, et nous accueillons parmi nous deux partenaires pour cette émission, Madame Renard, sophrologue, et Madame Letertre Montero, éducatrice spécialisée libérale. Nos intervenantes sont en place à la mission locale, sous forme d'ateliers avec Madame Renard, des rendez-vous en individuel ainsi que des ateliers de sophrologie en collectif, après le code de la route, et Madame Montero, l'atelier socio-esthétique. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos métiers et décrire vos ateliers avec la ML en quelques mots ? Bonjour, donc je suis Jessica Letertre Montero, éducatrice spécialisée en libéral et socio-esthéticienne. Donc j'ai créé mon activité l'Hirondelle du bien-être en novembre 2022 et j'interviens depuis à la mission locale depuis janvier 2023 où effectivement j'anime des ateliers de socio-esthétique. Donc j'accompagne au cours d'une journée complète 6 jeunes accompagnés par la mission locale. Au cours de ces ateliers, donc l'objectif c'est vraiment de renforcer l'estime de soi, la confiance en soi qu'on détaillera plus tard dans l'émission et en s'appuyant effectivement par des soins esthétiques et des soins de bien-être. Pour vous se rendre compte finalement sur une journée, le programme peut être le matin par exemple des soins du visage et puis l'après-midi des beautés des mains. Sur la deuxième journée, on vise plutôt l'image de soi, l'apparence. On travaille aussi sur comment parler de soi de façon positive au cours d'entretiens où des jeunes en duo peuvent se présenter. Et puis l'après-midi, c'est plutôt des ateliers colorimétrie sur quelle couleur me met le plus en valeur. Donc ça, c'est des ressources qu'ils peuvent réutiliser finalement dans leur parcours professionnel et aussi social pour vraiment renforcer l'estime de soi, l'image de soi. Souvent, ce que je dis au cours de ces journées, c'est vraiment aussi des pauses détente, bien-être et de relaxation qui pourront réutiliser vraiment personnellement, mais qui a un impact aussi professionnel. Bonjour, moi c'est Stéphanie Renard, sophrologue et je suis en partenariat avec la mission locale pour les séances collectives en lien avec tout ce qui est code de la route. Et j'anime mes séances collectives avec des groupes allant jusqu'à une vingtaine de jeunes quand ils sont présents et assidus à la suite de leur session en code. Dans le cadre où c'est pour lâcher les tensions, préparer au passage à l'examen. Donc la confiance en eux aussi est mise en avant tout au long du process. Je leur propose généralement de faire 4 exercices en mouvement pour pouvoir intégrer dans leur corps ce qui s'y passe au moment d'être face à une difficulté quelconque de leur quotidien. Et après, on aboutit sur quelque chose de plus détente, relaxation, avec une visualisation qui leur permet de voyager, de relâcher et d'intégrer pleinement ce qu'ils font juste avant. J'ai aussi la partie proposée en individuel, où là, on va aller plus profondément sur les problématiques de chacun, où ça va être plus personnalisé et qui peut être sur n'importe quel sujet. Ça peut être de la préparation, ça peut être juste du travail du lâcher, ça peut être un travail sur leur sommeil, sur leur présentation, sur leur estime d'eux-mêmes. Tout est divers et varié et c'est vraiment au cas par cas dans ces cas-là. Sinon, tout simplement, je suis sophrologue depuis 2022 officiellement et c'est une pratique qui m'a toujours animée depuis pas mal de temps, où je me suis rendu compte que ça paraît anodin, ça paraît simple ce qu'on fait en séance, mais ça apporte beaucoup et c'est comme une boîte à outils qu'on peut utiliser n'importe quand. Et ce qu'on apprend pour une problématique à un temps donné de sa vie peut être réutilisé et nous permettre de lâcher, mieux comprendre nos émotions de manière globale, c'est ça. C'est un travail sur ses émotions et ça permet de mieux se connaître aussi.
Merci, nous allons revenir ensuite sur vos parcours, mais je vais laisser nos autres invités se présenter. Donc on va commencer par les jeunes si vous voulez bien. Bonjour, moi c'est Eva, j'ai 19 ans, 20 ans. J'ai eu 20 ans. Et moi je veux travailler dans l'aide à la personne. Donc, bonjour, moi c'est Sarah, j'ai 24 ans. Donc moi je fais la mission locale depuis l'année dernière, je suis en deuxième contrat siège. J'ai fait un service civique, j'ai fini un service civique au mois de juin de cette année, auprès d'enfants en école maternelle. Et ce qui m'a permis justement de plus me rapprocher du métier que je veux faire, donc peut-être travailler avec les enfants ou les personnes en situation de handicap. Du coup moi c'est Camille, j'ai 25 ans et en ce moment la mission locale je suis suivie par Alexia qui est juste à côté de moi et du coup qui m'aide à établir un petit peu mes projets professionnels et plus social quand même en ce moment, du coup voilà. Merci. Alexia, tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc moi je suis Alexia, je suis conseillère à la mission locale depuis 2016 et je suis aussi coordinatrice sur le contrat d'engagement jeune. Merci à tous pour votre présence déjà aujourd'hui. C'est un honneur pour nous. Donc on va échanger aujourd'hui ensemble donc, sur la question de la confiance en soi et du bien-être et surtout chez les jeunes et un peu au sein de vos ateliers aussi. Donc tout d'abord Alexia, je vais te demander si tu peux nous expliquer pourquoi la mission locale elle a choisi de coordonner donc, leurs deux activités au sein de la mission locale du coup. Alors en fait c'est un projet qui s'appelle Bien dans sa tête, qui est porté notamment par la RML Normandie et l'ARS. Et donc la mission locale a fait le choix de répondre à cet appel à projet afin d'aider les jeunes et leur permettre d'être accompagnés dans leur démarche de santé. Donc pour cela on travaille avec différents partenaires. Donc Stéphanie Renard qui s'est présentée du coup qui a la partie sophrologie au sein de la mission locale. On a aussi Jessica Letert-Montero du coup sur la partie socio-esthétique. Mais on a aussi Madame Lenormand qui est psychologue à la mission locale et qui intervient 2 fois par mois sur chaque site. Et on a aussi, alors là qui ne fait pas partie du projet Bien dans sa tête, mais on a aussi l'AFPA qui vient faire des ateliers sur la confiance en soi auprès des jeunes. Et est-ce que tu peux nous expliquer du coup concrètement le projet Bien dans sa tête, c'était pour les jeunes et comment est-ce que ça se passait? Alors en fait ça s'est fait, moi j'étais pas forcément encore coordinatrice, mais du coup c'est un travail effectivement qu'on a fait avec les partenaires pour le proposer aux jeunes. Alors après comment ça se met en place, du coup on s'est contacté en chaque début d'année et on programme aussi en fonction des disponibilités des partenaires. On voit aussi en fonction des besoins des jeunes. Notamment je pense à la psychologue, l'année dernière on n'avait qu'un rendez-vous par mois et on a fait le choix du coup d'augmenter en fonction des besoins. Donc voilà, après ça s'adapte en fonction effectivement d'une année sur l'autre, les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Et puis comment on va le proposer aux jeunes aussi, je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Déjà ça se fait lors d'un échange, lors d'un diagnostic. On sait que les ateliers socio-esthétiques sont souvent pris à l'avance parce qu'il y a ce moment un petit peu de prendre soin de soi, prendre le temps. Je pense que Jessica pourra nous en dire plus, mais c'est aussi permettre aux jeunes de se poser une journée et de pouvoir prendre soin de soi. Voilà. Après la sophrologie, c'est vrai que les jeunes connaissent un peu moins, je pense que Stéphanie pourra aussi nous le dire, mais c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup en tous les cas en individuel, voilà, et alors collectif peut-être c'est un petit peu plus de mal, mais c'est pas évident la sophrologie en collectif pour l'avoir testé. Après je pense qu'au niveau individuel c'est peut-être différent. Et du coup, est-ce que tu as eu des retours spéciaux des jeunes qui sont contents, peut-être pas contents, peut-être qu'ils ont eu eux-mêmes des propositions à te faire ou pas du tout? Alors, des propositions, pas forcément. Ils sont assez contents, en tous les cas, des ateliers. Comme je te disais, peut-être la sophrologie en collectif, voilà, où c'est un petit peu plus compliqué parce que forcément, il y a le regard des autres. On parle de la confiance en soi, on est en plein dans le sujet. Il y a le regard des autres, voilà, qu'est-ce que va penser la personne qui est en face de moi sur les exercices qui sont faits. Après, il y a un bon retour. Enfin, voilà, aujourd'hui, je pense que ça fonctionne. Les jeunes ont besoin aussi de ce temps et alors ils ont aussi la possibilité de se positionner sur des ateliers. Et voilà. Est-ce que vous trois dans les jeunes, est-ce que vous pouvez nous dire à quels ateliers vous avez participé et qu'est-ce que ça vous a apporté? Moi du coup j'ai participé aux 2 ateliers.
Socio-esthétique, je crois que c'était, comme vous disiez tout à l'heure en off, c'était dans les premiers ateliers, je crois, qui ont été réalisés à la mission locale. Ça m'avait apporté un moment de détente, parce que c'est vrai que quand on pense à la mission locale, c'est pas un atelier auquel on pense tout de suite. Donc moi j'estime que c'était une chance à ce moment-là. C'est vrai que ça nous apprend quand même à nous mettre un petit peu en valeur, voilà. Et c'était vraiment un peu cocooning, tout ça, donc ça faisait du bien. Donc sur le moment, ça m'avait apporté un réconfort, je dirais. Et pour l'atelier sophrologie, c'était il y a 1 ou 2 mois, je crois. Donc c'était pas en collectif, c'était en solo. Et j'avais beaucoup aimé parce que c'était pas la première fois que je faisais sophrologie à mission locale, mais c'était avec une autre sophrologue. Je crois qu'on avait surtout parlé en fait pendant cette séance-là. Mais c'est ce dont j'avais besoin aussi, et du coup ça m'avait fait beaucoup de bien, et ça m'avait permis de mettre un mot sur mes émotions à ce moment-là, d'extérioriser tout ça, du démonsac en fait, et puis ça m'avait fait beaucoup de bien à ce moment-là. Voilà. Moi j'ai fait les deux. Et socio-esthétique, c'est vrai que j'y vais régulièrement. Mais... Avec plaisir. Parce que c'est vraiment de la bienveillance et tout le monde s'écoute. C'est plutôt cool. Et sophrologie, j'ai fait une seule fois. Et c'était vraiment bien. Enfin, c'était vraiment détente. Du coup, c'était plutôt cool. Moi, j'ai fait que la socio-esthétique l'année dernière. Et je rejoins un peu les deux filles, justement. Moi, ça m'avait aussi apporté un moment de bien-être. Surtout qu'en plus, elle me faisait les soins des fois à ma place. Et c'est ça, justement, que j'avais aimé. Je me suis fait chouchouter pendant un petit moment. C'est ça que je trouve cool. Puis elle nous apporte vraiment des bons conseils pour souvent nos soins qu'on a besoin. Comme moi, j'ai besoin de conseils pour ma peau. Donc, elle m'avait donné pas mal de petits conseils. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'on se retrouve des fois dans des drôles de couleurs. Avec le masque qu'on se met sur le visage, on se retrouve un peu verte, orange. Et justement, ça c'est vraiment marrant. En plus, ça nous fait un petit coin vraiment sympa, une table vraiment jolie, de la musique pour nous détendre. Et ça, je trouve ça vraiment bien. D'accord. Et est-ce que vous aviez eu peur du regard un peu des gens, vu que c'était des groupes collectifs à ce moment-là ? Moi, franchement, ça pouvait aller. Moi j'étais un petit peu stressée, pas pour sophrologie parce que du coup j'étais vraiment seule avec elle, mais socio-esthétique oui, parce qu'on était en groupe, je savais pas trop comment ça allait se passer, on se connaissait pas forcément non plus. Et puis c'est vrai que jusqu'à la mise en beauté, des fois on n'est pas toujours très stylé quoi. Donc j'avais un petit peu peur de ça, mais au final en fait c'était comme les filles aussi ont dit tout à l'heure, c'était vraiment un environnement tout de suite bienveillant, voilà, la musique, la table déjà, et puis en fait ça s'était super bien passé, enfin en tout cas dans mon groupe c'était vraiment une super bonne expérience. Moi pas du tout, j'étais à l'aise, puis les personnes avec moi ils étaient vachement sympas, du coup c'était facile de parler. Mais est-ce que c'est parce que tu as des facilités, est-ce que tu as déjà confiance en toi de base, ou est-ce que tu avais peur ou pas du tout avant d'aller à l'atelier ? En fait je me dis c'est un atelier où les gens ils peuvent pas te juger. Du coup, je parlais comme ça et puis voilà. Juste pour rebondir sur ce que peuvent dire les jeunes filles, effectivement, c'est vrai que c'est un atelier qui, il peut y avoir des appréhensions et qui peuvent être tout à fait entendables, puisque on travaille sur vous-même et puis on se met à nu finalement, parce que le regard des autres, forcément, on se retrouve à 6. Pour les personnes, par exemple, qui ont l'habitude de se maquiller, il y a un moment où on se démaquille. C'est vrai qu'on se met à nu, je dirais, physiquement, enfin plutôt matériellement, mais aussi on ouvre aussi, on libère sa parole, on ouvre, si je peux dire, son cœur quand on parle. En amont de chaque atelier, effectivement, j'offre un cadre, c'est-à-dire que j'explique aux jeunes, et vous aussi vous expliquez, vous évoquez vos besoins, mais c'est vraiment en toute bienveillance, sans jugement. Et ça, c'est des paroles qui sont précisées vraiment à chaque atelier. Et pour l'instant, ça a toujours été respecté. Il y a toujours une écoute, un respect qui s'opère. Mais en tout cas, bravo à vous de vous inscrire, parce que ça peut être anodin, s'inscrire à un atelier bien-être, mais finalement sur la pratique, c'est pas si anodin. Et dans les objectifs de travail, généralement, ça va toujours au-delà des objectifs fixés en amont, parce qu'on s'ouvre vraiment aux autres en fait, et à soi-même, je dirais. C'est vraiment un travail aussi sur soi-même. J'ai une question que j'avais pas trop prévue, mais qui me vient en tête maintenant. Est-ce qu'il y a des garçons qui s'inscrivent à vos ateliers ?
Alors oui, tout à fait. C'est vraiment, c'est ce qu'on a vu avec Alexia dans le projet éducatif. En fait, c'est ouvert à tous. Donc aussi bien aux femmes, aux hommes, je dirais à la mission locale, mais dans tous les établissements où j'interviens ou institutions, la socio-esthétique, c'est vraiment fait pour tous. Justement, voilà, quelques mots sur la socio-esthétique qui peut parfois être pas connue de tous, aussi bien des professionnels de santé ou institutionnels. Donc la socio-esthétique, c'est différent du métier de socio-esthéticienne. Elle a été, on va dire, mise en œuvre pour vraiment apporter un soutien pour les personnes où les situations ils se retrouvent atteintes finalement à leur intégrité, donc soit des personnes en situation de handicap ou non, des situations pour des personnes en détresse sociale aussi, et puis atteintes par la maladie. Voilà, on va dire les 3 domaines d'intervention. Moi, c'est vrai que la socio-esthétique, je la croise aussi avec mon métier d'éducatrice spécialisée, où je dis finalement que la socio-esthétique, elle est ouverte à tous, aussi bien aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux seniors. Parce que tous, à un moment donné, au sein de notre vie, on peut avoir besoin de la socio-esthétique pour renforcer l'image de soi, la confiance en soi, qui à un moment donné peut être atteinte soit dans le cadre professionnel où on a rencontré des difficultés, soit dans le cadre social, familial, soit par le biais de la maladie aussi. Et est-ce que vous rencontrez plus de difficultés avec les garçons ? Alors, avec les garçons, généralement, l'appréhension, elle est plus forte au début des ateliers. Qu'est-ce que honnêtement, j'ai l'image d'un monsieur où je suis intervenue à l'ADAPT, voilà, sans préciser le nom, mais qui pouvait me dire qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que je fais à un atelier de socio-esthétique ? Une personne avec voilà des appréhensions, avec une culture différente aussi, une éducation différente et d'un certain âge. Donc il s'est dit je participe pour découvrir, mais vraiment j'ai pas ma place ici. Et finalement petit à petit je m'adapte aussi moi. Je m'adapte professionnellement et avec les techniques que je vais proposer. Si c'est des hommes, les techniques vont être différentes. Et puis, c'est surtout que je vais aussi essayer pour la personne lui montrer quel bienfait ça peut avoir par rapport, par exemple, à son métier. Donc là, c'était un homme qui était dans la mécanique, voilà, et je lui ai proposé effectivement le soin des mains. Donc déjà, matériellement, il a pu sentir la différence comparé à l'arrivée, voilà, où il avait ses mains rêches, ses mains abîmées aussi par la mécanique, colorées, je vais dire, de matière qu'on utilise par exemple de la graisse. Et finalement, à la fin de l'atelier, ses mains, elles étaient plus douces, d'aspect plus blanche. Et effectivement, il a pu faire le lien entre sa vie professionnelle où il est mécanicien et il utilise ses mains, et puis sa vie sociale, familiale, où le soir, c'est pas toujours agréable. Donc déjà, c'est quelque chose qu'il a pu me dire qu'il va réutiliser. Et au-delà, finalement, toucher son corps, son propre toucher, c'est quelque chose qu'il n'était pas habitué à faire. Si par des soins d'hygiène, on va dire se laver le matin, mais c'est un petit peu des automatismes qu'il avait pu prendre, donc son propre toucher, il l'avait plus. Donc c'est aussi renouer avec son propre toucher en tant qu'homme, et puis peut-être accepter le toucher de quelqu'un d'autre aussi. Parce que la socio-esthétique, c'est le toucher relationnel, voilà. Accepter son propre toucher et se faire toucher par quelqu'un d'autre, c'est renouer avec son corps et avec, je dirais, être bien dans sa tête, être bien dans son corps, mais aussi s'ouvrir aux autres finalement. Alexia, est-ce que toi derrière tu as essayé de mettre des garçons, des jeunes de la mission locale sur cet atelier ? Et si tu as déjà essayé, est-ce qu'il y a eu des difficultés, des appréhensions ? Alors, je t'avouerai que effectivement, il y a déjà eu des garçons. En tous les cas, dans mes souvenirs, il y en a eu. Moi, au début, c'était pas facile pour moi de le présenter aux garçons parce que moi-même, dans ma tête, je me disais, en fait, il va y avoir beaucoup de filles. Et comment ça va se passer, en fait, pour un garçon qui va arriver dans un groupe. On parle aussi de la confiance en soi. Et finalement, j'avais échangé notamment avec Jessica sur ce qui était proposé pour les garçons dans cet atelier, puisque on parlait tout à l'heure de la colorométrie, etc. Et du coup, les ateliers sont adaptés en fait en fonction du public. Et aujourd'hui, je le propose beaucoup plus facilement. Alors moi, j'ai pas de jeunes garçons qui ont participé à cet atelier que j'accompagne, mais la semaine dernière, j'étais sur les phases d'intégration et du coup, j'ai pu l'expliquer. Et puis, il y a des garçons qui m'ont dit, mais même les garçons peuvent y aller ? Bah oui, en fait, du coup, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus et au contraire, ça vous permet effectivement, peut-être qu'au début, ça va être plus compliqué, mais au fur et à mesure, du coup, ça permet aussi de pouvoir puis échanger aussi sur d'autres thématiques qu'on n'a pas forcément l'habitude.
Oui, c'est sûr. Et vous, Madame Renard, est-ce qu'il y a des difficultés un peu comme ça entre hommes et femmes au niveau de la sophrologie ou pas du tout? Alors concrètement, au niveau des groupes, ça va être un petit peu plus là où je vais avoir des personnes qui vont être réticents à rigoler facilement et tout, c'est les garçons. Les filles entre elles, généralement, sont plus concentrées, plus attentives, surtout quand on aborde la question des émotions et du ressenti dans le corps. Donc là, oui, les garçons vont prendre ça à la rigolade et vont dire moi, ça me fait rien. Et finalement, à la fin, c'est là que je vois si ça a marché ou pas. S'ils ont été en somnolence au moment de la partie relaxation et autres. Et au final, ils sont là à dire « Waouh, je me suis sentie comme dans du coton, j'ai pas compris ce qui m'arrive, mais il s'est passé un truc. » Et est-ce que vous pensez que le rire, justement, ce serait pas un peu un manque de confiance en soi derrière? Clairement, c'est le lâcher-prise. Donc oui, c'est au moment où il y a du rire, c'est qu'il se passe un truc. Et au fur et à mesure que le rire s'estompe, c'est que le lâcher-prise tombe. Donc la barrière tombe, le masque tombe. Et vous avez déjà vu une différence entre les garçons en individuel et les garçons en groupe, justement? Claire, bah là, il n'y a plus de distinguo en fait à faire, filles ou garçons. À partir du moment où on est en séance individuelle, de toute manière, on est en tête à tête. Donc, comme l'a dit tout à l'heure l'une des jeunes qui a participé en individuel, première séance en tout cas, je les fais parler. Je leur pose 2-3 questions sur eux pour mieux cibler ce qui est leurs besoins, leurs attentes. Et on va parler de choses et travailler sur des choses différentes en fonction de ce qu'ils ont à déposer ce jour-là. Je peux les voir quelques mois après, ça sera peut-être complètement autre chose. La séance sera peut-être ciblée sur une autre problématique. En tout cas, je m'adapte systématiquement en individuel à ce qui est là sur le jour J. Fille-garçon, il n'y a pas de différence à ce moment-là. Alors, la sophrologie, moi je sais que malgré le mot qui devient de plus en plus connu, moi je sais que j'ai un peu du mal toujours à le comprendre. Est-ce que vous arrivez à l'expliquer, on va dire, d'une façon simple pour les jeunes? Et si oui, est-ce que vous pouvez le faire maintenant? Alors réellement, si on reprend la base grecque, ça veut juste dire harmoniser esprit et corps. Okay. Donc on va juste chercher à comprendre les émotions, comment elles sont inscrites dans le corps et du coup ce qu'elles vont laisser en impact sur l'esprit. C'est pour ça que très souvent je parle de prendre conscience du relâcher au niveau du mental, émotionnel et corporel. C'est vraiment sur ces 3 plans-là qu'on va travailler. Peu importe la problématique, ça va être vraiment sur ces 3 couches. Et après, ça va dépendre de ce qu'il y a à voir en direct de chacun. Et vous pensez que tout le monde est capable de faire de la sophrologie? Clairement oui, qu'on soit avec des difficultés physiques, qu'on soit pas à l'écoute de son corps, qu'on soit bloqué, fermé sur son mental ou qu'on ne veut pas écouter ses émotions, oui. Oui, après, c'est là qu'il faut voir s'il y a un lâcher-prise à faire, s'il y a des clés à ouvrir, des portes à franchir. Il ne faut pas hésiter en fait à faire étape par étape, donc à y aller crescendo. Et là, c'est mon rôle de voir si on peut atteindre tout de suite les émotions, s'il faut rester sur le plan corporel ou s'il faut aller plus loin et que le mental peut être tout de suite travaillé et il faut y aller par urgence en fait. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair de la manière dont j'en parle. Plein de manières de définir en fait la sophrologie et ça reprend tellement de techniques comme la méditation, comme le zen, le yoga, parce que les postures qu'on va prendre dans le mouvement, ça va être proche de certaines postures de yoga. Voilà, quoi. Et après, il y a des choses plus psychologiques qui sont proches, mais on n'est pas psy, quoi. On n'est pas là pour ça. Mais justement, vous venez de répondre à la question que je voulais vous dire. Mais vraiment, vous le faites la sophrologie comment? Vous le faites assis, debout ou allongé? Je fais les 3 postures selon la personne qui est face à moi. J'ai intégré un autre groupe dans d'autres cadres. Elles s'allongent toutes systématiquement sur un tapis. La dernière session que j'ai faite, la dame était tellement en réticence qu'elle était allongée sur son tapis avec les jambes fléchies. Et à la fin, elle m'a dit « mais je ne suis pas rentrée dedans ». Bah non, vous avez mis un frein.
En fait, assise, vous auriez été plus confortable, mais vous ne vouliez pas. Donc, j'ai laissé faire. Et vous savez que la prochaine fois, vous pouvez vous mettre autrement. Il faut aussi y aller vraiment avec douceur, bienveillance, parce que le jour où on vient avec son état d'esprit. On vient avec ses capacités et c'est tel quel que j'accueille les personnes. Elles sont là telles qu'elles sont. Moi, je suis pas là pour les violenter, pour leur dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est à elles de trouver leur posture, que ça soit facile ou pas facile. Et au fur et à mesure même d'une séance, la position de la personne va changer. Son corps, son alignement. Généralement, les exercices en mouvement, je les propose soit assis, soit debout. Et par contre, la visualisation, soit allongée, soit assis. J'ai même déjà eu une personne qui était tellement tendue qu'elle a fait sa visualisation, donc la partie relaxation debout. Et ça a marché quand même. Donc tout est possible. Que vous auriez des conseils à donner aux jeunes pour avoir confiance en eux? Alors clairement, pour les aider à avoir confiance en eux, je pense qu'il faut juste qu'ils s'écoutent et qu'ils apprennent à se connaître profondément. À écouter ce qui se passe dans le corps, c'est important parce que c'est les émotions qui circulent. Des fois, ils me disent mais je suis en colère, mais non, il se passe rien dans mon corps. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas une boule, il n'y a pas une tension. Et ça fait partie des premiers exercices que je propose en mouvement. Prendre conscience des tensions dans le corps. C'est là où on va se rendre compte du niveau où les émotions sont coincées ou se manifestent. Et là, je parle de colère parce que c'est celle qui vient facilement. Mais ça peut être de la tristesse. Une boule au niveau du plexus solaire, ça peut être ça peut être autrement, ça peut être les sanglots, ça peut être du clavicule complètement bloqué, verrouillé. Ça peut être l'épaule tendue, ça peut être plein de choses. Des petites manifestations où on se dit bah non, c'est parce que je fais un mouvement en répétition, bah peut-être pas que. Et peut-être que ça devient douloureux parce qu'il y a l'émotion coincée derrière. C'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui pleurent d'un coup dans vos séances? Oui, et justement c'est libérateur. C'est systématiquement ce qu'on m'a dit. Ça m'a fait du bien de pleurer. Très souvent je viens avec une boîte de mouchoirs. Et puis les pleurs sont pas que de la tristesse, ça peut être des pleurs de joie. Un soulagement de se dire ah ouais, en fait ça fait du bien quoi. Ouais, je prends ce temps pour moi, je m'offre ce cadeau. Après chez les jeunes c'est moins explosif, mais c'est plus des hurlements que j'ai réussi à libérer. Des hurlements de peur, de panique, de joie, de colère, de frustration. Il y a toutes ces émotions là qui peuvent circuler et qu'on se retient. Souvent c'est ça, on se retient, on n'ose pas, on se dit pourquoi je me permettrais, c'est quoi, pourquoi j'ai ça. C'est en fait se juger soi-même et on revient vraiment sur l'idée de la confiance en soi, l'estime de soi. Ça se croise, ça se mélange, mais il y a une vraie différence entre les deux et c'est vraiment ça qu'il faut réussir à dénouer à partir du moment où on se rend compte des capacités qu'on a intérieurement. On se rend compte de ce qui est possible en fait. Ça allait être ma question suivante justement. Comment, du coup je vous pose la question à vous deux parce que c'est la même question pour vous deux. Comment vous définirez la différence entre estime de soi justement et confiance en soi? Pour moi c'est vraiment le regard qu'on se porte sur soi et la valeur qu'on s'y met. Ça c'est l'estime de soi. La confiance ça va être aller fouiller dans son stock de capacités et de pouvoir dire je suis capable de ça, alors je le fais et ça, j'ai confiance en ma capacité à faire les choses. C'est de se mettre en action. Alors que l'estime, ça va être vraiment ce qu'on est profondément. Donc je rejoins Stéphanie sur la confiance en soi, c'est se dire voilà, je suis capable d'aller vers telle personne, je suis capable de faire telle action. Et c'est pas si facile qu'on le pense. Souvent, je pense, les jeunes, vous allez me dire, mais souvent, on vous dit, aie confiance en toi. Oui, mais si c'était si simple, ça se serait en fait. Souvent, c'est la phrase, voilà, aie confiance en toi. Non, la confiance en soi, elle va se travailler petit à petit par le biais de vos expériences, en fait. Plus vous allez oser aller vers telle action, et plus vous allez renforcer votre confiance en soi, en fait. C'est vraiment expérimenter, aller vers, faire des actions, d'accord? Peut-être que la première fois, votre action, elle aura besoin d'être améliorée petit à petit.
Mais dans tous les cas, le fait de pouvoir essayer au moins de le faire, ça va renforcer votre confiance en soi. Et petit à petit, vous allez réussir. D'accord ? C'est surtout ça, c'est se mettre en action. Et puis, avoir des points d'appui, je dirais. Être étayé, avoir du soutien. D'accord ? Essayer de s'entourer de professionnels ressources qui vont pouvoir vous guider justement à mettre ces actions en place. S'imaginer aussi. En avant, visualiser votre action. Se dire, je vais aller faire ça, par exemple, je vais aller me présenter à un entretien d'embauche ou pour un stage. Avant que ça se passe, essayez de visualiser de façon positive comment ça pourrait se passer. D'accord ? Avoir peut-être des supports, par exemple des supports écrits ou je dirais un gris-gris. Quelquefois, ça rassure aussi, ça rassure la personne. D'accord ? Et puis, l'estime de soi, effectivement, c'est plus la notion par rapport, comme disait Stéphanie, le regard qu'on se porte à soi-même, nos propres valeurs. Et ça, c'est important en fait d'être en accord avec soi-même dans toutes les actions que vous allez faire. Pareil, c'est pas si simple. Quelquefois, on va réaliser une action et on va se dire finalement, j'étais pas trop d'accord avec moi-même. Et je le sais que pour la prochaine fois, je vais essayer d'être d'accord avec moi-même. Mais pour ça, ce qui est important et ce qu'on travaille aussi dans le cadre des ateliers de socio-esthétique, c'est apprendre à bien se connaître. C'est pareil, apprendre à bien se connaître, ça nécessite de mettre en pratique en fait. De définir par exemple vos valeurs. Quelles sont vos valeurs, les qualités que vous avez. On est plus sur les savoir-être, je dirais, de la personne. Comparé à la confiance en soi, on va plus être sur les savoir-faire, les compétences professionnelles par exemple. Moi, je dirais qu'on peut aussi avoir confiance sur certaines choses où on va avoir plus d'assurance parce qu'on maîtrise des choses. Et puis parfois, on va perdre un peu de confiance en soi parce que c'est l'inconnu, parce qu'on se pose tout un tas de questions, parce qu'il va falloir sortir aussi de sa zone de confort. Et je rejoins du coup ce que vous disiez, Stéphanie et Jessica, c'est qu'il va falloir, de par nos expériences, du coup se conforter justement à reproduire les choses. Et c'est comme ça qu'on gagnera confiance en soi. Mais je pense qu'il y a toujours une petite part où il y a des choses qu'on va maîtriser plus que d'autres et où on va avoir plus confiance parfois. Je me souviens des fois de demander à des jeunes, mais est-ce que vous pensez que vous aviez confiance en vous ? Et en fait, la réponse, c'est pour certaines choses, oui, mais pour d'autres, pas du tout. Et oui, parce qu'il y a des choses qu'on a fait depuis plus jeune et qu'on reproduit, donc c'est des choses qu'on va maîtriser et du coup ça va fonctionner, et d'autres où c'est un peu plus compliqué parce que c'est aussi la peur de l'inconnu, quoi. Tout à fait. Et je dirais même que la confiance en soi, en fait, elle évolue tout au long de notre vie, en fait. Elle se construit petit à petit dans l'enfance. L'adolescence, elle vient bouleverser tout ce qu'on a pu expérimenter. Souvent à l'adolescence, on se cherche, même en tant que jeune adulte comme vous êtes. Il y a encore des questions qui peuvent persister, rassurez-vous, c'est normal. Et l'adolescence, elle vient quand même bouleverser, où on se cherche en fait notre construction identitaire, se dire qui je suis et vers quoi je veux aller aussi. Et puis tout au long de notre vie d'adulte, comme vous disiez Alexia, effectivement, quand on va sortir de notre zone de confort, soit professionnellement, soit personnellement, soit dans notre vie sociale, on se remet aussi notre confiance. On a besoin de la maintenir équilibrée en fait. Et puis après, effectivement, quand on devient plus âgé, eh bien aussi avec le phénomène de perte d'autonomie par exemple. Moi, j'allais surtout rebondir sur le fait qu'en sophrologie, tout ce qui est confiance en soi, c'est un peu comme remplir sa valise de ses capacités, de ce qu'on a fait, de ses réussites. Et quand il y a un projet à la clé, quand il y a quelque chose à franchir, un cap, c'est de ressortir ce qui a été mis dans cette valise tout au long de notre vie, de nos capacités, de notre manière d'être et de faire, et de ressortir tous ces outils au fur et à mesure pour se dire ça je peux le projeter et me rendre compte que je vais en avoir besoin pour ce qui m'arrive et ce qui va m'arriver. Donc c'est toujours ça. Et dans la vie en permanence, peu importe où on en est, ça sera toujours ça qui va être important. Se dire on a réussi à faire ça, je suis telle personne, je suis cette personne qui est capable de ça, alors je peux le transcender et le magnifier et devenir encore plus que ça. Clairement, c'est ce qui est chouette avec
avec ces deux éléments-là, l'estime et la confiance, c'est que ça se nourrit en permanence de toutes les petites victoires. Même réussir à se faire un super plat de cuisine digne d'un restaurant, ça peut être des éléments très simples de la vie quotidienne, avoir osé prendre un rendez-vous dans un espace qui nous semblait inaccessible. J'ai fait de la sophro pendant 8 mois. Et en fait, pendant 3 mois, j'ai pas réussi au début à m'habituer à ce truc de sophrologie. Et en fait, je crois que je l'ai jamais compris d'ailleurs. En fait, je crois que dans les 8 mois, j'ai jamais compris, mais ça me faisait du bien sans comprendre. Et je crois qu'en fait, c'est justement le fait d'avoir eu confiance en moi derrière, où je me suis dit, bah c'est pas grave, je comprends pas, mais ça me fait du bien. Et je saurais pas comment l'exprimer, mais moi je sais que c'est un passage qui m'a autant apporté, autant que je l'ai jamais compris. Parce que moi j'avais tendance à vouloir tout comprendre quand j'étais adolescent, et jusqu'au moment où je me suis dit en fait j'ai pas besoin de tout comprendre. Et ça m'a permis, je me suis dit bah la sophrologie je comprends pas, mais ça me fait du bien. Mais comme plein d'autres choses, mais moi je sais que c'est là où je l'ai remarqué en fait. Ça t'a appris à lâcher prise en fait sur ce que tu dois ou pas un peu comprendre. Et d'ailleurs je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, le fait de comprendre quand on a des émotions fortes dans le corps. C'est vrai qu'avant je ne le remarquais pas quand j'étais en colère, etc. J'avais souvent une boule dans la gorge, mais après ça change en fonction des gens. Et moi j'avais souvent ça, et c'est vrai que maintenant je le remarque beaucoup plus quand j'ai des émotions fortes. Après c'est plus rare, mais justement quand j'en ai encore, et je le remarque, et c'est là que je me dis ok je peux faire ça pour moi. Et moi je sais que ça m'a pas forcément aidé à calmer mes émotions, mais en tout cas à comprendre quand elles arrivaient, comment elles arrivaient, et vu que je savais ce qui me faisait du bien derrière, le faire plus tôt pour pas que mes émotions aillent trop loin. Voilà. C'est ce qu'on appelle gérer ses émotions. C'est ce que j'allais ouais. dire. T'as pas appris à les gérer du coup. Parce que clairement, la sophrologie, c'est pas effacer les émotions. Aucune thérapie ne va dire on est là pour gommer, effacer les émotions. Les émotions sont faites pour être vécues. Si on est sans émotion, ça veut dire qu'il y a un problème dans le corps, dans notre système de pensée qui n'est plus connecté en fait. Et l'idée, c'est de rester connecté à soi. C'est normal. On est vivant. On va avoir des choses qui vont nous toucher, qui vont nous faire vibrer, Enfin, voilà. Si on n'a plus d'émotion, c'est qu'il y a une partie de nous qui est morte. C'est pas possible. Mais parce qu'en fait, je crois que j'avais ce truc où en sophro, je m'étais dit, ok, ça va calmer mes émotions sur le moment même, en fait. Et je sais que c'est pour ça que j'ai pas réussi pendant 3 mois, c'est parce que je m'y attendais sur le moment même. Il n'y a pas de baguette magique. Bah ouais, et à chaque fois je ressortais de mes séances et je me disais ça va pas marcher parce que je suis encore plus stressé qu'en arrivant. Mais en fait c'est sur la longueur que ça a marché surtout. Enfin tu parlais de la psychologue tout à l'heure Alexia, et c'est comme la psychologue, faut pas espérer que ça marche du jour au lendemain. Moi je sais que j'ai eu besoin de 7 ans pour que ça marche la psychologue. Pendant 3 ans ça a servi à rien. Mais c'est comme tout, il faut du temps. Et c'est là que je m'en suis rendu compte quand j'ai fait de la sophro, et après je me suis dit c'est peut-être pareil pour la psy. Et c'est là en fait, c'est le lâcher prise derrière. Des fois j'allais en séance, j'avais rien à dire. Et c'est comme ça, mais ça vient après. Et d'ailleurs, je voulais faire le lien. Est-ce que ça vous arrive, pas de faire comme une psy évidemment, mais de vraiment communiquer par la parole en même temps que vos séances individuelles ? Justement, c'est ce qui est apparemment plus apprécié en individuel, c'est que moi, je peux pas faire venir une personne en individuel et lui dire on va faire ça. Si je la connais pas, je peux pas. Donc, je prends quand même un temps. Sur l'heure individuelle, généralement, il y a pratiquement une demi-heure qui est consacrée au dialogue. Et j'ai des items, en fait, sur lesquels il faut que j'aborde le sujet de l'ouverture de la parole, parce que c'est ça. J'ouvre la parole aux jeunes et je les écoute. Donc, s'ils me déposent quelque chose dedans qui est anodin pour eux, je vais peut-être aller m'assurer que c'est vraiment OK. C'est juste ce qui fait que on va avoir un petit chapelet qui va se décanter, et petit à petit, ils vont se rendre compte que dans leur vie qui a l'air normale, simple, sans problème, il y a cet élément-là qui vient les titiller, qui vient les embêter, ou qui fait qu'ils ne sont pas tout à fait OK avec eux-mêmes. Et de là, ils se disent, finalement, si j'ai ça, mais ça, voilà. Donc c'est ce qu'il faut travailler. Et après, je donne les outils un petit peu en urgence parce qu'une demi-heure, des fois, c'est pas tout à fait assez, mais ils repartent toujours avec quelque chose. Quelque chose pour eux, et d'avoir vidé leur sac. D'avoir déposé ce qui est finalement important, ce qui leur semblait être déjà passé des fois, et qui revient. Des fois, c'est ça. Les choses reviennent par moments. Plus ou moins fortement, plus ou moins douloureusement.
plus ou moins confortablement. Et ça permet de pouvoir remettre le doigt dessus. Et est-ce que dans la socio-esthétique, ça vous arrive aussi d'avoir des Exact. moments de parole? Exactement, c'est tout à fait pareil aussi, notamment alors en collectif aussi, puisqu'au début de chaque atelier, il y a toujours un temps de parole, un temps d'échange où voilà, on peut dire un petit peu la météo de nous-mêmes. Donc on travaille également par rapport aux émotions, le côté émotionnel, et puis par rapport au recueil des besoins. Là, à l'instant précis, quels sont vos besoins en collectif. Donc voilà, on est plus sur je recueille voilà les besoins, on va dire généraux, global par rapport au groupe accueilli. Et puis effectivement, en accompagnement individuel, il y a toujours ce temps de parole, d'échange qui est vraiment important. C'est vraiment la base aussi de notre travail pour libérer la parole de la personne, pour créer et instaurer la confiance entre la personne accompagnée, le jeune et le professionnel, puisqu'on disait la confiance de soi-même, mais je veux dire c'est aussi essentiel, c'est la confiance qu'on va avoir qui va s'instaurer entre le jeune et le professionnel. C'est la base de mon métier d'éducatrice spécialisée et c'est aussi la base de mon métier de socio-esthéticienne. Si la confiance elle n'est pas instaurée, le travail éducatif, le travail sur soi-même, il ne va pas pouvoir être réalisé. Voilà, ça je dirais que c'est vraiment la base. Donc effectivement, cette confiance, elle va s'instaurer et par les échanges, recueillir les besoins de la personne. Et puis petit à petit, la personne finalement, elle va se livrer, comme vous disiez Stéphanie. Enfin voilà, petit à petit, on se libère. On va s'autoriser à évoquer en fait ce qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis peut-être aussi les problèmes rencontrés, que ce soit socialement, personnellement, de santé, professionnellement. Et ce qui va nous permettre finalement de créer une ligne d'accompagnement, de pouvoir expliquer à la personne. Alors expliquer, mais c'est surtout faire réfléchir aussi la personne, l'amener intérieurement à trouver des solutions sur qu'est-ce qui va lui provoquer, générer du bien-être en fait. Comment elle va pouvoir apporter des solutions pour répondre à ces problématiques par exemple. Donc c'est aussi une valise, comme vous disiez Stéphanie, avec des outils, ressources qu'on va pouvoir à des moments utiliser. Souvent la respiration, c'est quelque chose qu'on voit aussi en socio-esthétique. C'est un outil qu'on a à portée de main. Notre corps, il respire de façon automatiquement, mais si on applique la respiration en pleine conscience, c'est quelque chose qui peut tout de suite nous apporter du bien-être, permettre de gérer le stress, de gérer les émotions. Voilà, c'est un exemple type, par exemple, d'outils ressources qu'on peut avoir à portée de main. Toi, Alexia, est-ce que tu as un rapport aussi avec la confiance en soi dans les rendez-vous que tu reçois? Puisque vu que tu fais c'est de l'insertion, du coup, pour les jeunes. Est-ce que, du coup, je pense d'ailleurs que tu as quand même un rapport avec la confiance en soi envers les jeunes. Est-ce que ça t'arrive de parler avec eux, justement, ou c'est pas du tout en rapport avec leur... Si, complètement. Complètement, en fait, je rejoins ce que dit du coup Jessica et Stéphanie, c'est que déjà je pense que nous dans un accompagnement il faut aussi instaurer un climat de confiance déjà. Donc avant de parler de confiance en soi, il faut aussi qu'il y ait de la confiance pour pouvoir avancer. Et puis oui, effectivement, on va échanger sur des sujets, sur des thématiques. Maintenant, je pense que oui, il faut aussi, sans ce climat de confiance, c'est pas facile d'avancer. Donc oui, on aborde la confiance en soi. C'est aussi, ça permet aussi. Alors moi, je vais parler côté professionnel. Ça permet aussi aux jeunes. Un jeune qui n'a pas confiance en soi, ça va être compliqué de décrocher le téléphone pour pouvoir appeler un employeur, par exemple. Ça va être difficile d'aller juste pousser la porte. Par exemple, on parlait notamment de la sophrologie sur le code. Combien de jeunes ont du mal à pousser la porte pour juste aller à l'auto-école prendre une information? Combien de jeunes ont pas confiance en eux et n'arrivent pas à aller se dire demain je serai au volant d'une voiture. Donc ça fait aussi partie de notre métier, essayer de rassurer, essayer de dire comment on va pouvoir mettre en place des petites choses pour essayer de passer cette barrière et d'avoir confiance en soi juste
pousser la porte, comment on va se présenter, comment pour demander un devis dans une auto-école, qu'est-ce que je dois dire, est-ce que je dois me présenter, donner mon âge, etc. Pas forcément, c'est pas utile. Mais voilà, donner des petits outils qui vont permettre d'avancer justement sur cette confiance. Et puis si besoin, on peut aussi nous décrocher le téléphone, avec le jeune à côté dans un premier temps. Et puis ensuite, c'est des choses qui deviendront automatiques pour eux après, quoi. Je reprends ce que vous dites, Alexia, pour avoir animé un atelier la semaine dernière sur Mortagne, où les jeunes, donc le premier exercice était un travail en duo, où chacun finalement va se présenter l'un à l'autre pour faciliter aussi le fait que ce soit difficile de prendre la parole pour eux. C'est le collègue qui présente l'autre personne. Et de là, on est venu finalement les grandes difficultés. Et là, c'était vraiment pour le groupe de pouvoir répondre à un appel téléphonique professionnel. Il y a des jeunes qui disaient qu'ils se sentaient pas en capacité, en tout cas, de répondre à un appel ou de passer à un appel. Donc de là, on est venu un petit peu à travailler sur comment faire, comment gérer, comme des petites mises en scène. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un besoin qui s'observe en fait, un constat observé. Cette partie adolescence qui chamboule quand même pas mal de choses. Quand on est petit, on a aussi notre éducation qui fait aussi la personne qu'on commence à devenir. Et puis quand on est ado, on cherche un petit peu à tester par nous-mêmes. Et donc des choses qu'on pouvait avoir confiance quand on était un peu plus petit, parce que il y avait ce côté un peu cadre où on va essayer faire nos propres choix aussi. Je pense notamment, tu parlais Sarah du permis. C'est un choix et ça permet à la personne de passer un cap. C'est-à-dire que on arrive à 18 ans. La majorité, ça entraîne plein de choses, la confiance en soi, notamment être au volant d'une voiture, ça veut dire qu'on est effectivement dans la voiture, mais on a aussi des gens autour de nous. Donc je pense que effectivement cette partie adolescence chamboule quand même pas mal de confiance. Est-ce que vous avez confiance en vous en tant qu'adulte ? Alors moi, je vais reprendre les propos tenus tout à l'heure. C'est vrai que la confiance, en fait, tout au long de notre vie, elle peut bouger selon les épreuves qu'on va rencontrer. Moi, actuellement, maintenant, je peux dire oui, tout de suite, maintenant, à l'instant T, j'ai confiance en moi. Par contre, si je prends 2 ans en arrière, quand je me suis dit, l'expérience, toute simple. Donc, j'étais éducatrice spécialisée. J'ai pris un poste de chef de service qui s'est, on va dire... avéré plus difficile que je le pensais. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai perdu un petit peu confiance en moi. Je suis sortie de ma zone de confort, j'ai osé, mais voilà, j'ai un petit peu perdu confiance en moi. Par contre, je me suis dit, toutes les années que tu as fait en arrière, 15 ans en tant qu'éducatrice spécialisée, rassure-toi Jessica, ça va aller, tu vas vite rebondir. Voilà, j'ai acquis des compétences, j'ai ces bases solides. Donc comme disait Stéphanie tout à l'heure, reprendre la valise et se dire, tout ce que j'ai, ok. J'ai ça. Et là, je me suis dit, j'avais ce projet observé de créer du bien-être ensemble avec les partenaires pour les jeunes, pour les adultes. Et j'ai rebondi et allez, lance-toi Jessica, tu vas monter ton entreprise et ça va aller. Mais honnêtement, j'avais pas confiance en moi. Je savais que le projet, il allait se mettre en place, qu'il y a des besoins sur le terrain qui étaient observés, constatés. Maintenant, il restait toujours un petit doute. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai retrouvé toute ma confiance. Mais voilà, il a fallu oser quand même utiliser les ressources qu'on avait en nous-mêmes. Donc à tout instant de la vie, la confiance, elle peut être atteinte et il y a besoin de la maintenir. Se rassurer aussi et oser pour créer l'expérience et puis se réajuster. En fait, on se réajuste constamment de nos expériences. Là, je te rejoins totalement sur ce que tu viens de déposer sur toi. J'ai eu des étapes bien précises dans ma vie qui m'ont vraiment fait exploser ma confiance et que j'ai dû me réapproprier, et ça a été aussi bien sur le milieu professionnel que le milieu personnel. Quand je suis devenue maman, j'ai perdu complètement confiance en moi. Autant adolescente, j'avais pas confiance en moi, mais je l'ai acquérie justement par les métiers que j'ai eus, où il a fallu, moi, hyper timide à la base, il a fallu que j'aille au-devant des autres. Mon premier job a été quand même hôtesse. Donc hôtesse d'accueil dans un stade de foot, donc pour vous dire que c'était pas forcément un espace très accueillant pour une demoiselle.
Mais je l'ai fait et j'ai été très heureuse de le faire parce que ça m'a permis d'apprendre à aller vers les autres. Et de là, ma vie professionnelle a été assez simple. Par contre, à l'âge de 30 ans, mon gros projet familial était d'avoir mes enfants. Je les ai eus, mais à chaque fois. Qu'est-ce que c'était difficile pour moi en tant que femme de me dire « il y a tout ça à faire ». Il faut être là pour eux et je crois que ça a été là où j'ai eu ma plus grosse claque dans ma vie personnelle. Où je me suis dit tout ce qui était acquis, ça ne l'est plus. Et maintenant qu'ils ont quelques années, ça va mieux. Mais ils vont tous franchir le cap d'être adolescents et ça va être encore une prochaine étape de ma vie où je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais sur ma vie professionnelle, malgré mes petits déboires à l'occasion, franchement, ma première expérience est toujours ma petite alarme que je me dis « T'as été capable de faire ça ? T'avais que cet âge-là. Franchement, vas-y, quoi. » Donc, oui, il faut utiliser ses valises, il faut utiliser ce qu'on a réussi à faire, même si ça ne correspond plus toujours à ce qu'on est. Est-ce que vous pensez que dans la confiance en soi, il peut y avoir aussi des problèmes de sexisme en fait de base qui peuvent exister? Est-ce qu'il peut y avoir des différences entre les hommes et les femmes sur la confiance en soi? Parce que vous parlez notamment d'être maman, donc les garçons ne sont pas mamans, ils sont papas. Est-ce qu'il y a une différence là-dedans qu'il peut y avoir dans la confiance en soi? Est-ce qu'il peut y avoir des différences sur le fait que les filles peuvent avoir peut-être plus de problèmes sur la confiance en soi, plus de jugement sur le physique, etc. que les hommes? Est-ce que c'est des choses que vous rencontrez forcément ou pas du tout? Et est-ce que vous le constatez d'ailleurs, vous? Je n'associe pas ma perte de confiance en moi sur le côté sexiste, mais sur le côté charge mentale. Clairement, on a tellement, en tout cas pour ma phase de devenir maman, ça a été vraiment toutes les valises qu'on a transportées, quoi. Toute la responsabilité qu'on a nous et mes enfants avaient leur papa qui était présent et il n'y avait pas de souci là-dessus, mais la société lui en demande beaucoup moins. Et ça reste quelque chose que je vois, que j'entends et qui perdure dans le temps, malheureusement. Même sur les couples modernes, même si y a de l'évolution, même s'il y a des hommes qui se positionnent autrement, même si entre femmes, on est plus à se dire « mais lâche, t'inquiète pas, tout va bien se passer, le tout c'est que tu sois là pour tes enfants ». Là, c'est le cas de figure très particulier de la parentalité, mais une femme aujourd'hui qui rentre dans la vie active, qui est toute jeune, qui a lâché ses études et tout, moi, je vais la trouver beaucoup plus forte qu'un homme. J'ai eu plus de cas de jeunes étudiants qui se retrouvent dans la vie active à se dire « Oups, là, c'est à moi de m'occuper de moi. Ma mère n'est plus là. » Ou ma copine ne peut pas prendre ce rôle-là. Ou, les hommes ont plus besoin d'être maternés sur ces étapes-là de leur vie. Je trouve que les filles vont être plus actives. Après, juste pour rebondir, je pense que la confiance en soi, le manque de confiance en soi peut vraiment toucher aussi bien la femme que les hommes. Moi, je sais que niveau professionnellement, même personnellement, il y a des hommes qui vont vraiment manquer de confiance en eux. Est-ce que c'est une question, ça va être plus difficile pour eux d'accepter qu'ils manquent de confiance en eux? Peut-être que au niveau professionnel, pour avoir accompagné tout type de public, peut-être que les femmes vont avoir, alors je ne sais pas si c'est plus de facilité, mais en tout cas plus de conscience pour se dire, effectivement, à ce moment-là, j'ai peut-être manqué de confiance en moi, ou j'aurais peut-être dû faire différemment, améliorer tel point, la remise en question. C'est des questionnements. Moi, je trouve aussi, c'est parce que, encore une fois, tu disais tout à l'heure que on était dans une société patriarcale, mais justement, en fait, on n'a pas les mêmes attentes, du coup, par rapport aux femmes qu'aux hommes. Et en fait, les hommes, on les voit comme des êtres, j'ai envie de dire, insensibles. C'est mal, en fait, pour eux de montrer leurs émotions, je trouve. Enfin, c'est le modèle qu'on leur impose. Donc, avouer ses faiblesses, je sais pas, je suis triste. J'ai pas confiance en moi, j'ai peur. Et en fait, c'est des émotions qu'on leur apprend à cacher. Peut-être de façon plus subtile, mais dans les médias, par exemple, qu'on montre aux garçons, c'est pas la même chose. Les femmes, on a un portrait d'elles plus sensible, plus émotif. Et du coup, c'est peut-être plus facile en tant que femme de montrer nos faiblesses. Donc c'est peut-être aussi par ce biais-là, je sais pas.
Et ça revient aussi au principe d'éducation. Aussi, bah oui, ce qu'on leur inculque. Ouais. Oui, les tendances sont en train d'évoluer aussi, quoi. Quand j'ai des jeunes qui rentrent au collège et qui sont paniqués pour la rentrée au collège et autres, et que les émotions sont fortes, mais ils n'arrivent pas à mettre des mots, on les voit quand même bouleversés, on les voit être en train de basculer, et les parents s'en inquiètent maintenant, alors qu'autrefois on les emmenait quand même au collège, la boule au ventre, et c'est pas grave, tu dois te débrouiller. Là maintenant, non, on cherche à creuser, à savoir plus, et puis à apprendre à leur montrer qu'ils peuvent vivre avec leurs émotions tranquillement, et même pour la vie des jeunes hommes. Mais ça n'empêche que il y a une différence de démarche les uns des autres. Les filles, concrètement, j'ai l'impression qu'il y a ce recul, cette remise en question, comme tu le disais, Jessica. Et clairement, les hommes vont avoir moins cette prise de recul. Ils vont être plus dans le faire que l'être, en fait. Moi, je dirais que ce que je te disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, avoir confiance en soi, c'est aussi être en capacité de se dire, enfin, en tous les cas, pour moi, je vais te le dire, mais sortir de ma zone de confort, c'est à la fois un challenge, parce que ça me permet aussi de me dire je suis capable de, mais c'est aussi à la fois remettre en question cette confiance et de se dire est-ce que je vais y arriver. C'est aussi pour ça que tout à l'heure, je te disais que je suis sûre que si on fait le tour de la table, il y en a qui diront bah ouais, moi j'ai confiance en moi. Par contre sur d'autres choses moins, et je le rejoins parce qu'il y a des choses sur lesquelles où je vais maîtriser et je vais avoir confiance en moi. Je me pose pas la question, et des choses sur lesquelles je vais sortir de ma zone de confort. Voilà, je vais me dire j'y vais parce qu'il faut que j'y aille. Et je rejoins cette valise où j'y avais jamais pensé, mais maintenant que vous le dites, j'y pense, de me dire ok, t'as été capable de faire ça, et puis je me dis des fois bah qu'est-ce que t'as à perdre, et j'essaye de me dire ok, j'ai ça à perdre, j'ai ça à gagner, et de me dire allez, je tente, on verra bien, et puis j'y vais. Et puis des fois avoir confiance, c'est aussi se dire bah j'ai eu un petit échec là-dessus, mais j'ai tenté quand même, et du coup la prochaine fois je ferai peut-être autrement. Voilà. Après c'est un peu ça qui est dur aussi en tant que jeune, c'est que vu qu'on n'a pas d'expérience et entre guillemets rien dans nos valises, pour nous c'est entre guillemets mais nous on a l'impression d'avoir rien dans nos valises, je reprends le terme. L'année dernière par exemple, si je faisais un projet, j'avais l'impression que c'était tout pour moi, que c'était tout mon monde, et que si je le réussissais pas, pour le coup j'étais fini, et que si je le réussissais j'avais tout. Mais du coup en tout cas j'ai l'impression que sans expérience pour nous c'est plus dur de réussir entre guillemets à faire la part des choses, et de quand même se dire bah même si je réussis pas, j'ai quand même ça, alors que non. Ouais, je comprends, mais en même temps, même jeune, on fait des choses. Quand tu dis j'ai pas d'expérience, tu parles peut-être côté professionnel, mais côté personnel, vous avez plein de choses. Vous avez des talents, vous avez plein de choses, vous faites plein de choses. Et après, en fait, peut-être qu'il faut à un moment donné se poser et se dire bah qu'est-ce que j'ai réussi. Tu vois, peut-être faire une ligne et se dire bah depuis par exemple mes 10 ans, qu'est-ce que j'ai fait. Et je suis convaincue que vous avez plein de choses. Et cette valise, elle va être construite de toutes ces choses-là. Et le rapport à l'échec, c'est vraiment très culturel. En France, on va pas mettre en lumière ces échecs parce qu'on estime que justement c'est un frein. Alors que de ces échecs, on apprend. On se rend compte de qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qui est à améliorer. Il y a toujours des choses à améliorer, même quand on réussit quelque chose. Sauf que ça va être plus facile de les voir quand il y a un échec. Et ça nous permet de rebondir et des fois d'aller sur d'autres projets, de faire autrement les choses. Justement, la peur de l'échec derrière, je pense qu'il y a juste par la confiance en soi évidemment, mais il y a cette chose aussi de se dire si j'échoue, je vais remarquer plein de mauvaises choses chez moi, donc c'est aussi un peu éviter justement cette question de confiance en soi en fait derrière. Mais justement, ce qui est un petit peu bancal dans nos vies cherche à être amélioré. Donc même si on a des défauts, on n'est pas tous parfaits et personne n'est parfait, ces défauts peuvent être aussi perçus ou utilisés à des moments dans des situations différentes comme quelque chose de profitable en fait. Donc il n'y a pas tout n'est pas négatif ou positif en fait.
ça fait partie des choses qui sont très ancrées actuellement. Mais il faut voir les arcs-en-ciel et pas juste la pluie qui est en train de tomber. Il y a le soleil derrière. Moi, souvent, pour toutes les personnes que j'ai accompagnées, je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas d'expérience, enfin, il n'y a pas d'échec, en fait. Pour ma part, il n'y a pas d'échec. Ça va être des expériences qui vont être négatives et des expériences plus positives. Mais je dirais que dans chaque expérience, il y a des deux. Il y en a un, des fois, ça va être plus le dessus. Ça va être un peu plus négatif, l'autre plus positif. Mais pour moi, il n'y a pas d'échec. C'est que des expériences et c'est de ces expériences, comme voilà, tout le monde l'a pu préciser, qu'on va se saisir des points pour aller vers du mieux. Voilà, c'est vraiment aller vers pour se sentir bien, en fait, quoi. Et vous, en tant que jeune, comment vous voyez le rapport à l'échec ? Moi, je trouve que c'est compliqué parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on met il y a une pression quand même sur les jeunes, en fait. Il faut faire des études, il faut avoir des diplômes, il faut trouver un emploi vite. En fait, on a une pression, même super tôt à l'école. Enfin, je me rappelle, moi, en primaire, on me demandait déjà ce que je voulais faire comme travail. Aujourd'hui, je sais pas en plus, je sais pas trop ce que je veux. Et donc en fait, on éprouve tôt la sensation de l'échec, ou alors on l'anticipe vachement tôt. Et moi, par exemple, en CE2, je me rappelle, je me disais, j'aurais jamais mon bac. Enfin, j'avais cette peur-là, quoi. Et au final, je l'ai eu, tant mieux, mais c'est en fait, on présente qu'un seul modèle de réussite aussi. Faut faire ça, ça, ça. Et forcément, si on rentre pas dans ces codes-là, je pense qu'il y a plein de monde qui ont cette sensation de l'échec. Et puis, du coup, c'est vrai qu'en fait, du coup, on a cette anticipation-là de ok, il faut que je fasse ça, 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 comme ça. Et du coup, moi, personnellement, c'est que du coup, si les choses ne se passent pas comme prévu, tout de suite, je me dis, j'ai pas réussi, ou alors quelque chose d'important qui arrive, je vais pas y arriver. Et voilà, moi, je ressens les choses comme ça, personnellement. Je te rejoins sur le point de vue des professeurs. Moi, je sais que sur la question de ce qu'on veut faire plus tard, c'est arrivé vachement tôt. Ouais. Et surtout, la question de si t'as pas le bac, tu vas rien faire. C'est ça. Il y a eu beaucoup cette pression et un schéma, c'est vrai, qui est fait, c'est brevet, bac, fac, travail. Et c'est vrai que derrière, moi, quand je suis sorti du bac et que j'ai commencé la fac et que j'ai bien vu que c'était un modèle d'études qui me plaisait pas du tout, parce que c'est vachement d'autonomie, mais quand on n'est pas autonome, ça ne convient pas. Et c'est vrai que moi, à ce moment, je m'étais dit, mais qu'est-ce que je vais faire en fait si j'ai pas tout ça? Je connaissais aucun métier, on me parlait de tel métier, je le connaissais pas parce qu'on n'a pas assez accès à ces connaissances justement de ce qui peut exister, même ce que c'est la reconversion en fait professionnelle. J'avais aucune idée que c'était possible, et puis en tout cas, je sais que j'ai jamais eu connaissance par des adultes autres que mes parents sur comment on pouvait évoluer en fait dans la vie. Et c'est là qu'on est perdu, et c'est là que justement on remet en doute toute cette confiance en soi. Parce que je suis arrivé à la fac, je me suis dit, c'est super simple. On se casse la figure et on remet tout en pression. Pour moi, l'échec, c'est ok. J'ai pas eu le bac, c'est ok, c'est pas grave, tant pis. Moi, je suis ok sur ça. On a tous le droit de pas aller jusqu'à la fac, le BTS, c'est pas grave, c'est pas pour autant qu'on va pas s'en sortir. Donc moi, je suis ok pour ça, vraiment. Et est-ce que tu l'as toujours pensé ou quand j'ai pas eu mon bac, je me suis dit c'est la fin du monde, et puis après, mes parents ils ont été là en mode c'est pas grave. C'est pas parce que t'as pas eu le bac que tu vas pas réussir dans la vie. Et du coup, voilà. Après, faut avoir des parents derrière qui sont assez. Ou à l'inverse, des parents qui mettent justement la pression parce qu'ils veulent obtenir ce diplôme qui leur est si cher pour eux, parce qu'ils pensent que sans ça, il n'y a pas de métier derrière. Sauf que personnellement, je suis sophrologue et j'ai pas de bac. Et je vis très bien et j'ai eu plein de métiers derrière. Quelqu'un avait encore des questions, des choses à dire ou dont on n'a pas parlé? Vas-y. Moi, je voudrais juste dire que bravo aux jeunes qui sont présents aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à prendre la parole pour l'émission de radio, et c'est un exercice qui est pas si simple. Donc là, vous pouvez vraiment être fiers de vous. Enfin voilà, mon regard professionnel, c'est personnel, c'est soyez fiers de vous aujourd'hui, parce que voilà, vous avez fait une belle émission et vous avez osé prendre la parole et osé vous exprimer. Pour moi, c'est un exploit, justement. Pour rejoindre Jessica, moi, c'est un exploit d'être là aujourd'hui. Je vois qu'il n'y a pas de jugement, vous êtes tous super cool, donc je me dis pas pourquoi je stresserais maintenant, en fait. En tout cas, si vous voulez retrouver Jessica, du coup, ce sera sur l'atelier socio-esthétique, et si vous voulez retrouver Stéphanie, ce sera sur l'atelier sophrologie. Un grand merci à Madame Renard et Madame Montero pour vos partages.
Je vous invite à les retrouver sur nos ateliers de la mission locale sur l'inscription.com. Merci aussi à Alexia d'être venue aujourd'hui, grâce à qui nous pouvons avoir ces ateliers, et merci aux jeunes présents d'avoir pu nous laisser leur parole. Merci à tous pour vos partages, je vous dis bonne journée et vous remercie encore pour votre présence. Au revoir. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.